bienvenue. Bienvenue à toi, merci d'être notre invité dans ce podcast et merci de répondre à notre invitation. C'est vraiment un honneur pour moi de t'accueillir ici dans notre studio de Culture de 61. Comment ça va? Très bien, merci. Merci beaucoup pour l'invitation et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Yimi Angal, une chanteuse, tu joues aussi de la musique, non? En effet, un peu de percussion, enfin caronne et shaker. Bon, si on devait, disons, diviser ta carrière musicale, artistique en chapitres, comment pourrais-tu, combien de chapitres et comment pourrais-tu diviser ça à peu près? Je dirais en 3 peut-être. En 3, ouais. Oui, le début, donc le début classique, chorale, de gospel. De gospel, ouais. Après, chapitre 2, c'est la recherche et le vrai début de la carrière, vraiment professionnelle. Donc. Professionnelle, oui. J'ai fait partie, d'abord, au tout début, j'étais choriste. Après, j'ai intégré une chorale de gospel encore, mais plus professionnelle. Et donc, le dernier chapitre, c'est la carrière solo. La carrière solo. Oui. Justement, la carrière solo, est-ce que les groupes ne te conviennent pas ou est-ce que c'est un choix pour développer la carrière? Alors, je me suis dit que j'avais une mission. Ça a commencé quand j'avais 13 ans. T'es pas au bout de tes surprises. Hein. Ça a commencé quand j'avais 13 ans. J'étais en vacances à Issal, Eclipse. Il s'est passé quelque chose, il y a eu quelqu'un qui nous a tous rassemblés, un groupe de filles et de femmes. Le monsieur en question était un évangéliste. Il a commencé à prêcher, à commencer un débat. Et la seule personne qui a pu lui répondre, c'était moi. J'avais 13 ans à ce moment. Il était très étonné, il en a parlé à ma grand-mère après, il s'est dit « mais Angal, c'est un petit pasteur ou c'est quoi ?» Voilà. Parce qu'elle a su. Du coup, je me suis dit « Mon Dieu, j'ai une vocation, je vais être pasteur quand je serai grande. » Alors, le temps s'est écoulé, j'ai intégré effectivement l'église protestante. J'ai fait les écoles catéchumènes et tout ça, intégrer la chorale de gospel. Et je me suis dit que ça allait peut-être être ça allait peut-être être ça la vocation. Je ne sais pas encore. J'ai commencé à étudier la Bible en tout cas. Donc on explore quoi, on explore. Et j'ai discuté avec un pasteur stagiaire. Je lui ai raconté ma petite histoire. Il m'a dit non, finis d'abord tes études, on verra après si ta vocation c'est de prêcher comme nous en tant que pasteur ou autre chose dans d'autres domaines. Arrivé à un certain âge, je me suis dit ah mon Dieu, c'est le gospel en fait. Je vais prêcher les bonnes paroles entre guillemets avec la chanson. La chanson. D'où l'intégration des chorales de gospel. Après, il s'est passé des choses aussi. Je me suis rendu compte que on est toujours humain. Dans ce genre de groupe, il y a certaines ambiances qui correspondront pas à mes attentes et tout ça. Donc, à la fin, je me suis dit, en fait, c'est juste prêcher l'amour, raconter l'amour, en fait, qu'on attendait de moi, que la vie attendait de moi. D'où mes paroles maintenant. Mais les chansons maintenant. Voilà. Oui, prêcher l'amour. Quand on dit qu'on va prêcher l'amour, des chansons d'amour, il existe beaucoup. Hein. Il en a des millions et des milliards, quoi. Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, les recherches que tu as fait, comment tu écris donc tes chansons, même si on parle d'amour, mais à ta manière, à toi? Justement, amour, c'est vaste, c'est très vague. Oui, il y a les chansons d'amour, les chansons qui racontent la passion et tout ça. Il y a l'amour maternel, parental, fraternel et tout ça. J'écris souvent à partir de mes expériences personnelles. Par exemple... des vécus donc. Oui, des vécus. Par exemple, je suis passée par des périodes vraiment difficiles. J'étais tout en bas, là-bas, le moral... à plat, no bat. Et je savais ce dont j'avais besoin, les mots
que j'attendais, les rencontres que j'attendais, et c'est ce que j'écrivais. Donc je partage les paroles que j'attendais aux gens qui seront peut-être Dans la qui même seraient peut-être dans la même situation. situation, mais vraiment les choses que j'attendais, que je savais qui vont me renforcer, me fortifier. Mais pendant ces périodes-là, est-ce que les gens t'ont donné ces paroles-là, ou est-ce que c'est toi seul qui as trouvé les bons mots, les bonnes expressions pour te réconforter? Effectivement, il y avait des efforts personnels. Il faut qu'on se rende compte, qu'on se connaisse, qu'on se reconnaisse aussi. Donc, il y avait des choses qui venaient de moi, mais il y a eu aussi ces gens qui m'aimaient, que j'aimais, qui étaient là, qui m'ont entouré. Et la musique, bien sûr. Et la musique, par-dessus. Et la musique, bien sûr, par-dessus tout, parce que la musique, ça nous réconforte. Hein. Franchement, tout ça à fait. réconforte. Et je vais faire un petit témoignage. La musique, elle m'a vraiment... elle m'a soignée physiquement. Parce que quand j'avais 17 ans, 19-20 ans, j'avais des problèmes de santé. J'avais je faisais ce qu'on appelle la respiration superficielle. Donc, j'avais plein de gaz dans les poumons. J'étais fumeuse passive depuis que je suis toute petite. Mes grands-parents, ils fumaient. Donc, fumeuse passive, j'avais plein de gaz. Et il me fallait une rééducation des poumons. Et c'est grâce à la musique que j'ai guéri. Waouh! On dit toujours que bon, ça apporte du réconfort à notre morale, mais là, vraiment, à atteindre le physique, c'est exceptionnel, non? C'est exceptionnel. Oui, parce que la base, quand on chante, c'est toujours la respiration, des exercices de respiration, et donc la rééducation qu'il me fallait. Et tu as parlé tout à l'heure parmi les chapitres, les recherches. Parmi les recherches, on a parlé de recherche dans les textes d'amour, mais pas seulement. Moi, quand on écoute Imengald, on entend également que tu parles beaucoup de ta vie, pas seulement de l'amour, mais vraiment de ta relation avec les autres, ta relation avec la nature, ta relation avec tout ça, quoi. Sur quel sujet tu orientes tes recherches? Sur la femme. Ah, sur les femmes. Bon, oui, je suis une femme, donc je raconte tout ce que ressent. Est-ce que tu es féministe? Non, okay. Je suis humaniste. Ok. Parce que cette question, on le pose toujours aux artistes qui chantent la musique, qui parlent de femmes. Est-ce que vous êtes féministe? Les femmes sont féministes. Vous êtes trop féministe. Là, tu es humaniste. Tout à fait. Je chante tout ce que ressent l'âme d'une femme. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut ressentir. Il y a de la haine, des fois. Il y a le regret, il y a la tristesse, il y a la joie. La joie, oui. Et puis, tout ce que voit aussi l'âme d'une femme. Donc, ce qui nous entoure, la société, les pressions, tout ça. Donc, j'écris au fur et à mesure que je vis. Mais est-ce que tu te considères comme porte-parole de la femme? Être porte-parole, déjà autoproclamation, c'est pas... pour être un vrai artiste, un vrai humain aussi, je suppose, je pense, c'est d'abord et avant tout avoir l'humilité. Donc, se dire je suis, non, ça me ferait honte de pouvoir dire ça. Mais est-ce que si les gens reconnaissent en toi, à travers tes chansons, qu'il y a quelqu'un qui parle de ma vie, qui parle de ce que je ressens, est-ce que ça t'apporte quelque chose? Disons que quelque part, quand on raconte quelque chose, peut-être qu'on rapporte quelque chose qu'on a vu, oui, effectivement, dans la société, mais c'est surtout pour moi, c'est surtout ma mission, elle serait accomplie quand la personne ait reçu une valeur ajoutée ou quelque chose de positif après mes messages.
Voilà, peut-être que quelque part, oui, je rapporte quelque chose, je raconte quelque chose. Enfin, j'effectue peut-être les missions de porte-parole, mais sans pour autant s'en prétendre. Mais après, le vrai objectif pour moi, c'est toucher vraiment l'âme de la personne et lui dire que il est bien, il est assez, et qu'il peut avoir la force et l'énergie de continuer ce qu'il fait de bien, de bien vivre. Voilà. Mhm. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu Oui, à ta bien question. sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, quand j'écoute tes chansons, quand je te vois sur scène et tout ça, on sent vraiment également que tu es engagé sur, on a parlé de la femme, sur les questions de la femme, mais également tu es engagé sur plusieurs choses, surtout disons la discrimination. Mhm. Comment est venue cette inspiration de défendre les gens et de combattre la discrimination? Toujours parce que je suis une humaniste, Ah oui. je prône Mhm. l'égalité de tous les humains. Mhm. Donc, j'ai personnellement vécu des discriminations Mhm. au sein de ma famille, au sein de la société. Mhm. Oui, j'ai des cheveux bouclés, non, pas bouclés, frisés et crépus. Mhm. J'ai un teint assez clair quand même. Mhm. Et donc, je subissais souvent des moqueries des tantes, Mhm. enfin des gens de la famille, vraiment. Mhm. On me disait, enfin pas une fois, mais souvent, Gita Vulu Avrazan. Ah ouais. C'était une personne de ma famille, même sang que moi, qui me disait ça. Mhm. Mon père aussi, il avait un peu honte de mes cheveux. Il me Ah, disait, va traiter tes cheveux. Par traiter, il entendait, va lisser tes cheveux. oui. Alors que c'est de lui que j'ai Ouais, cette c'est un qualité de héritage. cheveux-là. Oui, Oui. c'est un héritage. Ça me faisait mal, très mal. À l'école aussi, les moqueries. Oui, oui, à l'école, Manarkuna, tu caches le tableau. À la chorale aussi. oui, oui, Enfin, oui, ce oui. genre de choses. Arrange un peu tes jeux parce que Tout à fait. c'est pas digne de notre chorale, c'est pas digne de notre groupe. Les gens vont Oui, dire c'est quoi cette fille qui. oui. En fait, l'image de la femme, de la fille, déjà, Mhm. la jeune fille La jeune aux fille. Oui. cheveux afro, c'est toujours petite vertu, toxicomanie, Mhm. ce genre de choses-là. Mhm. Et surtout quand la fille en question, elle vient des hauts plateaux. Ça, je vais le dire tout haut, Mhm. des hauts plateaux. Parce que ce genre de problème n'existe pratiquement pas sur les côtes. Mhm. Mais ici, à Tana, je dis bien à Tana, Mhm. ça, c'est dur. Et donc, j'ai été adolescente, une adolescente assez compliquée et complexée. Mhm. Ça en rajoutait, en fait, sur mes charges mentales. Donc, j'étais mal en point. Mhm. Enfin, je m'acceptais pas. Et je sais maintenant à quel point c'est dur pour une fille, une petite, de vivre ce genre de choses. Et ça a encore continué quand j'ai grandi, donc dans le milieu professionnel, parce que oui, je suis fonctionnaire. Mhm. Une fois, on m'a dit, tu n'auras jamais un poste à responsabilité. Texto, la dame, elle m'a dit, en français, tu seras jamais chef de service ou directeur avec une coiffure pareille. Waouh. Et cette personne-là, maintenant, elle me dit, oh, j'adore tes cheveux. Je ne sais pas Moi, ce qui lui a pris. entre temps, il avait des changements de mentalité aussi, hein, il faut le dire, parce que tu es bien placé pour constater que les gens commencent à accepter. Ce n'est que le début pour le moment. C'est pas encore acquis. C'est pas encore une cause acquise, donc les chevelures afro et tout ça. Mais les gens, avec les artistes surtout qui osent, les gens commencent vraiment à apprécier. Et surtout avec l'arrivée de la communication, hein, l'arrivée des réseaux sociaux et tout ça, on a quand même pu constater que les gens acceptent malgré eux, malgré les critiques
dans ces réseaux sociaux, comme les gens commencent vraiment à accepter. Je vois sur ton t-shirt, comme tu l'as montré, Tratamment. Oui. Ouais. Est-ce que notre société également est très sensible par rapport à tout cela, je dirais l'origine, la couleur de peau et tout ça, selon toi et selon tes vécus, est-ce que est-ce que les artistes ont le devoir également de combattre ça? Oui. Quoi qu'on dise, les artistes portent toujours des messages, ont toujours une part d'éducation par leur musique, par leur art en général. Par leur art, ouais. Je reviens un petit peu à la question de la coiffure. Maintenant, c'est devenu un phénomène de mode, en fait. Oui. Le curly, le kinky, tout ça, l'afro, nappy. C'est avec la communication, tu as dit tout à l'heure, oui, c'est devenu un phénomène de mode. Donc maintenant, les gens, ils commencent à aduler, à accepter. Mais quelque part, il y a toujours les conservateurs. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours eu, et je souligne encore, à Tana, parce qu'il y a des gens qui se sont indignés. Moi, j'ai des cheveux crépus, on m'a jamais critiqué, machin. Oui, parce que ça existe surtout à Tana, surtout dans les familles qui se disent bourgeoises, nobles et tout ça. Donc nous, on a toujours eu cette référence-là à la beauté caucasienne. Une femme est belle, on peut dire qu'elle est belle quand elle a un teint clair comme les Vasas, des cheveux longs et lisses comme les Vasas. Donc c'est ça en fait le problème. Mais les Malgaches en général, est-ce on se réfère vraiment à cette, disons que cette culture malgache étrangère, que on voudrait être des Vasas? Est-ce qu'on t'a pris tes expériences avec les discussions que tu as avec les femmes et les filles? Est-ce que les femmes et les filles veulent vraiment se ressembler aux Vasas, ou c'est la société qui les impose? C'est la société c'est les grands en fait. C'est les parents qui nous a inculqué ça. Et je dis Azafad, hein. Enfin, il y a des gens, la majorité en fait a fait ça. Ce n'est pas seulement qu'à Madagascar. C'est partout où il y a des Noirs. Ouais. Oui. Il y a eu une expérience qu'ils ont partagée sur les réseaux sociaux il y a des années. Des petites filles noires, on mettait des poupées noires et des poupées donc blanches devant elles. Elles ont toutes choisi les poupées blanches. Donc voilà, c'est le modèle. C'est le modèle. Voilà. C'est le modèle. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut juste changer. Et comment changer? Oui, c'est vrai qu'avec les chansons, avec les images qu'on véhicule déjà à travers on a même une Barbie, non, pas Barbie, mais un Ariel noir. Oui. Oui. Mais pourtant, est-ce que c'est comme ça qu'il faudrait faire, ou est-ce qu'on, parce que les gens critiquent également cette attitude qu'on force un peu. Il y a le côté business et tout ça. Il y a le côté... Comment ils appellent ça déjà? La politique selon laquelle on essaie de prendre le cœur des minorités et tout ça. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Moi, je dirais que ça devrait partir. Ça devrait vraiment... C'est tout le monde, en fait, qui devrait le faire. Nous, tous, à notre niveau, on est un petit peu responsable de l'éducation de ceux qui nous entourent. Toi, par exemple, tu as Culture 261. Donc là, tu peux partager ça. Moi, par ma musique, les parents, à la maison, quand les enfants sont à l'école, dans le programme scolaire, ou je sais pas, il devrait y avoir un petit peu de civisme, en fait, quelque part. Je dirais que ça fait partie du civisme, ça. Apprendre aux gens à vivre en communauté, à respecter, à enlever toutes ces barrières-là. Je sais pas, moi, peut-être que je suis trop idéaliste, mais je pense que tout le monde peut faire ça. Il en faut pour ce monde de brut, quoi. Tout à fait, oui. Merci pour le soutien. Oui.
Justement, on va parler un peu de musique. Toi, tu fais partie de cette disons, artiste qui n'est pas dans le mainstream, qui cherche vraiment une autre voie pour faire connaître tes chansons et tout ça. Comment tu trouves le milieu artistique en ce moment ici à Madagascar? Il y a quelques années, j'étais très, très, très pessimiste. Mhm. Mais là, maintenant, je me dis que il y a de la diversité à Madagascar. Mhm. Seulement, il faudrait juste que Mhm. tout le monde maîtrise ce qu'il fait Mhm. et le fait bien, du coup. Mhm. Parce que être artiste, être musicien, être chanteur, c'est beaucoup de responsabilités. C'est pas seulement divertir les gens, mais il y a autre chose derrière. C'est toute une image et toute une éducation, en fait. Mhm. Donc là, il faudrait juste que nous, tous, qu'on soit artiste ou artiste, Mhm. qu'on soit conscient de ça et qu'on fasse bien les choses. Bien comme il faut. La diversité quand Dans tu la dis- diversité. quand Parce tu qu'on ne dis- peut pas forcer qui que ce soit à changer ou à arrêter quand il veut le faire. Oui, surtout avec l'arrivée Voilà. des nouvelles technologies, Tout à fait. on peut être musicien devant son ordinateur. Tout à fait, oui. Et pourquoi tu dis que avant tu étais pessimiste et disons un peu pessimiste, maintenant tu trouves que ça commence? Qu'est-ce qui a changé? Déjà, mon point de vue d'abord. Avant, j'étais très, comment dire, j'étais très stricte. Mhm. Parce que tout à l'heure, j'ai dit, ce n'est pas juste divertir les gens. Faire de la musique, ce n'est pas juste faire danser les gens ou lancer juste une mélodie, Mhm. voilà, Répétitif. ouais. Et j'étais très, très, très sévère. Je disais souvent, mais arrêtez, enfin, faudrait peut-être qu'on se concentre plus au message et tout ça, et à tout ce qui est recherche, mais que veut-on? Qu'est-ce que nous voulons vraiment? Il y a, si ce genre de choses existe, si cette catégorie d'artistes existe, les gens qui font dans le divertissement, Il y a de c'est parce qu'il y a des consommateurs. Oui. Donc, on peut pas tuer ces gens non plus. Ils le veulent, donc voilà, qu'on leur donne ça. Mais ce serait juste mieux si on s'entraide ou si on aide ces gens-là, que ce soit les consommateurs ou les artistes, à donner de la qualité, en fait, à apprécier la qualité et vraiment enfin voilà, la qualité, ça dit tout, je pense. Ouais. Et les médias également. Les médias oui, également, les ils médias. ont les responsabilités de nous éduquer aussi par rapport à cela. Mais le problème, c'est que les médias, ce sont des businessmen. Tout à fait. Est-ce qu'il n'y a pas disons, une part de responsabilité également vis-à-vis de l'État, vis-à-vis même de vous, les artistes, quoi, entre vous? Tout le monde a sa part de responsabilité. Oui, avant aussi, je blâmais les médias, je disais, mais faut mettre la censure. Mais après, quand j'ai regardé un peu plus grand, je dirais, oui, mais tout le monde, enfin, les gens, justement, ils font leur business aussi. On peut pas les en empêcher. Mais il faut juste qu'ils soient conscients de ce qu'ils font. Il faut, je sais pas si les gens, ils peuvent juste se dire, être conscients, avoir, comment dire, enfin, il faut juste qu'on soit tous conscients que ce qu'on fait devrait produire quelque chose chez les gens. Chez les gens, oui. Si ce quelque chose-là, c'est quelque chose de bien, quelque chose qui les tire vers le haut, c'est mieux. C'est mieux. Oui, qui les éduque, qui les informe de quelque chose, qui les aide, voilà, mais pas quelque chose qui les abrutisse, en fait. Voilà. Est-ce que tu trouves vraiment que certaines musiques abrutissent les gens? Parce que
On fait de la musique pour se divertir, et se divertir, déjà, c'est déjà un plus, hein. Moi, je ne défends pas ces gens-là, mais quand on parle de divertissement, de loisirs, ça aide les gens à être joyeux. C'est, si c'est juste loisir, être joyeux et tout ça, ok. Mais on peut pas se voiler la face. On fait un certain culte. Oui, on abrutit les gens. Je suis désolée, hein, mais ce que je vois dans la société, c'est que, il y a des mots qu'on répète, des mots qui veulent rien dire, mais qu'on répète et qu'on apprend aux enfants. Il faut toujours penser aux enfants, en fait. Quand on dit des choses, les enfants, ils prennent vite, ils apprennent vite. Ils apprennent vite, oui, ils le retiennent. Mais oui. autant, pourquoi ne pas donner quelque chose qui puisse les éveiller ou je sais pas moi. Oui, on peut bien se divertir avec des choses bien, avec des choses qui nous aident aussi à évoluer dans la vie, mais pas. Voilà, vous avez compris. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu as parlé de l'éducation, justement, de l'éducation des enfants et tout ça. Tu as parlé de la féminité tout à l'heure, mais par rapport à la maternité, parce notre société, comme on le dit, est très, très dure aussi par rapport à ça, que les femmes ont le devoir d'avoir un enfant. Quelle est ta position par rapport à cela, par rapport à l'éducation des enfants, par rapport aux enfants, justement, la maternité et tout ça? Pour moi, tout dans la vie est une question de... S'ils sont bien, s'ils sont heureux, comme ça, c'est... Moi, je suis pas pour, je suis contre carrément de ça, contre ça, contre le fait d'imposer quoi que ce soit aux gens. Non. On choisit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on vit comme on veut. Moi, personnellement, j'ai choisi d'avoir un enfant. Peut-être que j'en aurai d'autres après. Elle va avoir 11 ans maintenant. Donc, c'était mon choix. Et voilà, j'assume. J'aime bien. J'écris des chansons. J'ai une chanson une petite comment dire, une berceuse. Inspiré de Twinkle, Twinkle, Little Star. Oui, voilà. Mais c'est un choix. Pour toi, est-ce que l'éducation à la musique et tout ça, quand est-ce qu'on devrait commencer? Idéalement, je serais égoïste. Si je dis il faut mettre ça partout, à tout âge, je serais peut-être égoïste, mais je dirais que ça dépend de chaque enfant. Il y a des enfants qui sont très éveillés côté musical, qui aiment la musique. Voilà, on peut commencer à la maison déjà, dès qu'ils sont petits. Mais il faut juste pas forcer les enfants. Donc, s'ils ont cours de flûte ou cours de piano à l'école, c'est bien, il y a peut-être de la discipline et tout ça à apprendre dedans. Mais s'ils ne le ressentent pas, faut trouver autre chose. Peut-être qu'ils aiment le dessin. Ma fille, par exemple, elle est un petit peu rebelle. Elle chante bien. À 1 an, elle aimait la batterie et tout ça. Elle a le rythme dans sa peau, le groove et tout ça. Mais par contre, elle ne s'identifie pas comme une future chanteuse ou future musicienne. Elle aime le dessin, elle aime la peinture. Et elle dit non, moi, je ne chante pas. Et je la force pas. Ouais, c'est ça aussi. Quand on est artiste, on voudrait que ses enfants poursuivent sa carrière dans la musique. Si j'aurais fait ça, j'aurais peut-être fini couturière. Oui, je suis dans la couture un peu, mais couturière ou enseignante. Mais je suis aussi dans l'enseignement. Alors, j'ai rien dit. Ok. Et bon, on a parlé dans notre deuxième podcast avec Enazou, on a parlé du statut d'artistes, que les artistes en ce moment ne sont pas encore reconnus dans leur métier et que tu as dit tout à l'heure que tu es également dans la fonction publique. Comment ça se fait que les artistes comme vous, comme la plupart des artistes qui ont quand même une certaine notoriété, n'arrivent pas à mettre
mettre en place disons, ce statut d'artiste et de vivre vraiment à 100% de son art, quoi. En France, on a le statut d'intermittent de spectacle quand on aurait rempli certaines conditions. Par exemple, il y a un certain nombre de concerts par année et tout ça. Eux, ils ont déjà leur institution. Nous, ici, déjà, on a une organisation qui s'occupe des droits d'auteur. Mais est-ce que les gens qui sont dedans, moi, je fais pas partie de... Je suis pas membre de l'OMDA, en fait. Je suis plus SACEM. Mais est-ce que ces gens-là, ils arrivent à cohabiter? Ouais. Déjà. Je le dis cash, carrément. Est-ce que les artistes malgaches ont vraiment... Est-ce qu'ils savent ce que c'est que la solidarité? Mais vraiment, les artistes, hein, sans distinction de genre, de catégorie, de quoi que ce soit. Voilà. Mais est-ce que nous sommes capables de ça, là, en ce moment? Non, on a dit qu'il y a la politique qui s'immisce aussi dans le truc. Tout est toujours question de choix quand on a des gens qui ont de l'influence parmi nous, par exemple. Ces gens-là, ils peuvent aider. Après, je sais pas. Hein, mais quand on est vraiment solidaire, quand on est quand on est unis, on peut vaincre toujours, en fait. Dis-moi un peu comment ça se fait que tu préfères aller au SACEM que de rester à l'OMDA. Pourtant, on sait très bien également que la musique, ici, dans notre musique, est un peu minoritaire par rapport à la grande vague de culture mondiale, quoi. Bon, pour moi, c'était tout naturel parce que j'étais là-bas. Oui. Donc, le juriste qui s'occupe de mon dossier, le tourneur, producteur et tout ça, ils sont basés en France. Donc, après, concrètement, j'ai vu ce que c'est. Tu fais un concert, tu déclares, tu reçois de l'argent. Ouais. Mais ici, est-ce que je peux faire ça? Oui, même dans les médias, c'est toi qui dois payer pour que ta chanson passe à la radio. Justement, moi, quand j'étais jeune, très jeune, j'ai déjà travaillé en tant que technicienne radio. Et je sais comment on déclare, en fait. Comment on déclare à l'OMDA, on le fait au pif. On le faisait. Après, ici aussi, on demande... Bref, voilà, quoi. Je préfère ne pas m'éterniser dessus, mais voilà, le choix a tout de suite été fait. Là-bas, tu vois du concret. Même des concerts que je fais ici, si je déclare, avec la signature de l'organisateur, je reçois de l'argent. Donc, autant le faire. Ok. Bon... Peut-être qu'on va terminer avec quelques questions encore sur toi et sur ce que tu penses vraiment de la musique ici à Madagascar. Est-ce que pour toi, l'arrivée de la nouvelle technologie a aidé la musique malgache? Alors, je parle là de ces plateformes d'écoute, disons, ces applications qui génèrent quand même de l'argent pour les musiciens, mais même si c'est pas encore très concret, voilà. A priori, oui, parce que pour mon cas, par exemple, je ne vends pas mes CD à Super Musique ou sur les grandes surfaces, dans les grandes surfaces. Elle est plus présente sur les plateformes. Donc oui, sur ce cas-là, c'est oui. Après, quand on dit technologie aussi à MAO, donc là, je ne sais pas, je suis un petit peu sceptique parce que il faut toujours maîtriser d'abord. Il faut maîtriser les bases et tout ça avant de
toucher à ça. Pour moi, donc, la nouvelle technologie, c'est un plus. Ça devrait être un plus. Mais avant, il y a d'abord le talent, l'expérience, le savoir-faire. Et après, on rajoute un petit peu, on améliore avec la technologie. Mais pas tout de suite. Je vais prendre petit X, il a 16 ans, il veut faire la musique, il fait de la MAO, il a aucune base et tout ça. Et après, il vend. Enfin bref, je suis plus pour ça, en fait. Le fait que la technologie, c'est juste pour améliorer, pour aider vraiment les gens qui ont déjà des bagages et tout ça. Ok. Par rapport à tes préférences musicales en ce moment et par rapport également à l'évolution de tes préférences musicales, où est-ce que tu vas en ce moment et comment tu trouves le futur, quoi? Je suis de la culture noire. J'ai commencé avec le gospel et le jazz, donc tout noir. Mes influences, c'est les artistes noirs, que ce soit les musiciens ou les chanteurs, les auteurs, les compositeurs. Peut-être il y en a des blancs aussi, mais plus ça. Je m'identifie comme une artiste noire. Oui, humain, terrienne, mais quand même, quelque part, c'est ça. Et je compte continuer dans ce sens-là. Donc, et malagas surtout. Je veux qu'il y ait toujours cette touche malagas dans ma musique. Ça, c'est devenu une grande discussion parmi les artistes. Hein. Cette chose de, oui, notre référence ne sont pas des artistes malgaches, donc pourquoi vous voulez qu'on s'identifie en tant qu'artiste malgache? Nous, on est seulement des artistes du monde, quoi. Et est-ce que tu es pour cette idée que on est plus, on n'est plus forcé de s'identifier à une culture, à une autre, mais on a une culture mondiale en ce moment. On a une culture mondiale et on a aussi, quand on sait d'où on vient, quand on sait qui on est, on parle mieux, on s'exprime mieux. Enfin, je pense. Hein. Par exemple, quand je participe à des festivals, je veux faire connaître ce qui vient de chez moi, a priori. Ça, c'est la grande discussion en ce moment. Moi, je vais là-bas, je leur fais écouter le ternaire malgache. Je leur fais écouter aussi les opérettes, là, les Kalon Faïn. Je mets ça dans mes chansons. Des fois, parce que est-ce que c'est une obligation de faire ça? Ou est-ce que c'est vraiment dans tes... C'est mon choix à moi, toute seule, et ça n'engage que moi. Je me sens comme une ambassadrice de Madagascar, de la culture malgache, de la musique malgache quand je vais à l'extérieur. Pourquoi leur donner ce qu'ils ont déjà? Pourquoi leur montrer ce que eux ils ont déjà? Ils savent déjà. Après, on peut aussi leur montrer que oui, on a ça de Madagascar, mais on sait aussi faire ce que vous faites. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment la grande discussion que j'ai vue parmi des artistes, cette question de se référer toujours à sa malgachitude. Pourquoi on devrait, oui, moi je suis un artiste comme tout le monde, je n'ai pas l'obligation, je ne m'identifie même pas comme ambassadeur ou ambassadrice d'une culture. Je comprends, mais attends, tu peux pas être plus américain que Jay-Z, par exemple, ou plus français que Vanessa Paradis, ou je sais pas, tu veux faire du Brel, ou tu veux faire du Ok. Tu veux faire du Brel là en France, toi, malgache. Après, c'est un choix, hein. Oui, c'est un choix. Cette discussion, c'est vraiment entre les jeunes artistes, parce que leurs références, ils disent c'est pas tout simplement, ils n'ont pas eu les références malgaches, quoi, ce que bon. Alors, ils disent que les artistes malgaches n'a jamais
n'ont jamais évolué dans leur carrière. Donc, ces musiques-là, ça nous parle plus de cette culture-là. Nous, ce sont les références américaines. Oui, mais après, t'es pas obligé coréennes. non plus de te mettre en salak et tout ça, et puis de jouer de la lyre, enfin pas la lyre, mais des Du vali. violons, vali et tout ça, t'es pas obligé. Mais oui, moi je dirais que il faut quand même avoir cette petite identité-là. Après, tu peux montrer que tu sais faire autre chose aussi. Mhm. Mais quand même, tu viens là-bas, t'es malgache. Les gens, ils sont curieux, ils veulent savoir ce que c'est que Madagascar, c'est où, à part les pingouins de Madagascar, les trucs là. C'est quoi vraiment? Vous êtes quoi? Vous êtes des humains? Vous faites quoi dans la... Voilà, quoi. Et les gens, ils sont Mais est-ce que curieux. la culture malgache peut se marier avec, disons, la culture américaine, par exemple? Est-ce qu'on peut marier tout ça? Est-ce qu'on... La world music, t'as vu? C'est ce qu'ils font, non? Est-ce qu'ils vont? Oui. Oui, 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 oui. On est quand même classé parmi les meilleurs hein, dans ce milieu-là. Et puis, je connais aussi, j'ai un ami, un très bon ami à moi, Mhm. qui fait du rap Mhm. et qui met du folk jazz dedans. Oui, oui, oui. 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 Il y a ce genre de choses aussi. Ok. Et c'est pour ça que j'ai dit au début que maintenant, il y a la diversité à Madagascar. On est très riche, Mhm. on est très riche. Il faut juste qu'on sache gérer Mhm. et qu'on maîtrise. Mhm. Tes projets Mes projets, pour Je l'année croise les doigts. 2024? deuxième album, je l'espère. Wow. Oui. Je l'espère vraiment. Le premier, il est sorti. Le premier est sorti en 2019 avec 10 années de préparation. Mhm. Et où est-ce qu'on peut trouver l'album? Alors, le le premier. premier, sur Facebook, vous pouvez contacter la page Imiangal. Mhm. Il y a eu un compte aussi, la Kira Musique à Imiangal, mais Ce n'est plus actif. bon, Plus actif, pas ouais. plus très actif. Ce qui est le plus safe, c'est la page Imiangal. Mhm. Oui. Mhm. Et à l'étranger? À l'étranger, faut juste contacter la page en fait. Et, parce effectivement, il y a des versions physiques aussi en Europe, Mhm. mais je les ai laissées chez un particulier, Ah, ok, ok. Donc il faudrait. pas à la Fnac ou. Ok, il faudrait donc aller sur la page et demander l'album, le premier album, le deuxième album arrive cette année. Je l'espère. Oui, Vraiment. on y travaille en ce moment. Ça se On y sent. travaille. Ça se sent. Et ce sera comment la couleur de cet album en exclusivité Light. pour nous. Ce sera light, Ce sera ce light. sera lumière. Ok. C'est une évolution donc Tout à fait. dans Tout à fait. ta carrière, dans ton style. Oui, pour tout te dire, dans le premier album, comme je disais, je racontais tout ce que ressentait mon âme. Mhm. Mais pour le deuxième album, je préfère maintenant raconter des choses positives, des choses qui aident les gens à évoluer, qui encouragent les gens, positive vibes. Mhm. Ah, ok, ça va, ça promet, hein. Ça promet d'être un album qui est à ton image et qui va sûrement porter des bonnes choses également aux auditeurs et aux auditrices. Merci Miangal pour cette discussion. C'est vrai que on est parti de tout, de rien, on est parti de là jusqu'à là, on a parlé de tout. Mais encore une fois, je te remercie beaucoup pour ton temps d'abord et d'avoir accepté d'être mon invité. Le podcast, il sera sur Spotify. Ce sera également sur les autres plateformes et ce sera sur le site également. Je dirais qu'on pourrait également avoir d'autres occasions de discuter de tout ça. Et on espère qu'on aura le temps de discuter d'autres choses également parce que bon, avec la vie ici, avec tout ce qui se passe en ce moment dans le pays, on n'a plus le temps de s'asseoir comme ça et de discuter, quoi. Oui. Merci. Merci et merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés.